Si une loi dit je veux un décret, c'est qu'elle considère implicitement, mais nécessairement, que les décrets précédents sont inapplicables. Sinon, il eût été nécessaire d'écrire je veux un décret. Il aurait dit simplement obligation vaccinale, je me tais. Moi, je vous aurais dit ce sont les décrets préexistants qui s'appliquent. C'est le raisonnement juridique très simple de première année de droit. À partir du moment qu'on nous demande un décret, on dit c'est le décret postérieur. Très bien. Alors, les couillons, on dit mais Broussard, tu te trompes, c'est le décret du 7 août. Je vais regarder le décret du 7 août, postérieur à la loi du 5 août, promulgué le 6, publié le 6. Le décret du 7 août renvoie au décret du 1er juin. D'accord? Mais il n'a pas été rendu après avis de la Haute Autorité de Santé sur les questions vaccinales. Pourquoi? Parce qu'il y a deux avis visés dans le décret du 7 août. Un avis du 4 août, donc antérieur à la loi, donc ce n'est pas l'avis qui est visé, sauf avoir la boule de cristal, retour vers le futur. Non, c'est pas possible. La loi ne dit pas sauf avis antérieur, non, il dit simplement après avis. Après avis, c'est que le cheminement, je fais une loi, il y a un avis, et ensuite après l'avis, il y a un décret. Or, 4 août, c'est antérieur à la loi, donc c'est pas ce décret-là, c'est pas cet avis-là. Deuxième avis du 6, qu'on pourrait considérer l'avis, il n'a rien à voir avec la vaccination. C'est un avis qui concerne les tests antigéniques. Donc, à partir du moment que tu n'as pas l'avis, que tu n'as pas non plus un avis sur la vaccination, ça veut dire qu'il n'y a pas d'avis. Ça veut dire que le décret du 7 août n'est pas le décret d'application de la loi. Mais je continue encore. Lorsque je disais cela, nous sommes allés voir sur le site du Sénat où il y a les lois et les textes d'application. Et qu'est-ce que nous avons découvert? Nous avons découvert qu'aux différents articles, il y avait décret à pris, décret en attente. Et comme par hasard, sous l'article 12 du site du Sénat, il y avait écrit pour le décret postérieur à la loi, décret en attente. Quand on commence à dénoncer cela, qu'est-ce qui se passe? Le 9 septembre, tombe un avis. Le 9 septembre, tombe un avis. Cet avis, sur l'obligation vaccinale, il dit vous m'avez posé une question éventuellement d'une seule dose, machin, etc. Je n'ai pas assez d'infos pour rendre un avis. Et je vous renvoie au décret du 1er juin concernant le schéma vaccinal. On voit tout de suite la séance de rattrapage. À travers l'avis de la Haute Autorité de Santé, on fait un avis sur le schéma vaccinal, mais on met un obiter dictum en disant vous n'avez pas besoin de faire autre chose, il y a déjà le décret du 1er juin qui fixe. L'avis de la Haute Autorité va déclarer le décret du 1er juin comme le décret justifiant les bonnes pratiques pour la loi. Et il y a encore un. Et comme par hasard, alors qu'il n'y a aucun décret qui est paru depuis, la mention décret en attente a disparu, et maintenant vous avez décret du 7 août 2021 qui a remplacé décret en attente. Ils prennent vraiment pour des coups. C'est légal ça? Mais monsieur, bien sûr que ça ne tient pas la route. Ce que je suis en train de faire comprendre, qu'avec le travail que nous avons fait de analyse juridique, on les met en difficulté parce que dans une démocratie normale, que tout fonctionne, on ne regarde pas tout ça. On prend des décrets, il y a quelques profs de droit qui font un article pour 3 potes qui s'amusent, alors que moi je fais des choses pour vous tous. Ça veut dire qu'on les met en difficulté et donc ils sont obligés de... parce qu'ils sont dans le mensonge. Mais ça veut dire que le soignant, qui aujourd'hui, c'est la date fatidique, va voir sa hiérarchie en lui disant écoutez, je suis navré. On l'a déjà fait. Pour le moment, ils s'en foutent. Qu'est-ce qu'ils disent? Pour le moment, ils s'en foutent. Parce que vous savez, ils sont un service commandé. En France, on a quand même un système administratif qui n'a pas été créé par Macron. La France, le système administratif a été créé par la monarchie. Je vous rappelle que la Révolution n'a pas bouleversé la France. La Révolution a seulement changé la monarchie avec la création d'une république monarchique. D'accord? Parce que jusqu'à la monarchie des Juifs, on était toujours en monarchie plus ou moins cachée par la République. Après, il y a eu la troisième République, la quatrième pour revenir en monarchie avec la Constitution de 58.
Donc le message que je vous livre, c'est que nous sommes dans un pays dans lequel la structure fonctionnariale est au service de l'État. D'abord, elle est au service de la monarchie, et après au service de l'État. Et on a eu Vichy, on a eu la Deuxième Guerre mondiale, on a eu tout, et on a toujours eu un système de fonctionnariat. Les directeurs en France, c'est pas comme aux États-Unis, ils ne sont pas changés quand il y a un changement politique. Hein. Macron n'a pas viré tous les directeurs de tous les ministères, pas du tout. C'est pas comme aux États-Unis où il y a 1000 à 5000 emplois qui sont changés d'un coup quand le président arrive, il y en a 5000 à qui on coupe la tête. Pas en France. Parce que le premier mécanisme qui tient ce pays est l'administration. Donc vous avez des fantassins dans les écoles, parce que je ne parle pas du directeur du ministère, parlons de la directrice d'école, parlons des recteurs d'académie, parlons des directeurs des ARS, c'est le système. Ça veut dire que vous avez des gens qui sont en service commandé. Point. Vous savez, le fameux article 28 de la de 1983, le fameux article que le fonctionnaire ne doit pas appliquer des ordres qui sont illégitimes ou manifestement illégaux. Elle est rarement appliquée, hein, parce que pour que soit déclaré un ordre, une interprétation divergente n'est pas un ordre manifestement illégal. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai monté la sauce, la mayonnaise, utilisons ce terme-là, y compris avec ce dernier coup, qui est un atout pour moi fondamental, pour que dès lors que nous allons mettre en route les recours avec d'autres avocats, certainement, tant mieux, nous ayons toute une base d'analyse juridique, de réflexion, de mise au point, de points saillants, de stigmatisation de ce qui a été fait, pour arriver à convaincre, vous êtes en train d'appliquer une loi qui ne peut pas être appliquée. Et aujourd'hui, j'ai déjà des retours, c'est pour ça que je ne peux pas faire un retour. Là, on a mis en place, et aujourd'hui à midi, on a mis sur le site, donc on permet aussi aux autres de venir chercher des documents, utiliser. Il faut attendre ici à la fin de la semaine, parce qu'on a déjà quelques retours, en disant certains ont fait la démarche, ils sont rentrés, et l'employeur est perdu. L'employeur, parce qu'il ne sait pas quoi faire. Donc, c'est positif. Ça veut dire que le droit utilisé comme ça me plaît. Parce que je rappellerai à tout le monde, sans dénigrer un quelconque confrère, parce que tous les recours qui ont été mis ont fait l'objet de rejet. Et je le rappelle à tout le monde que si aujourd'hui on ne peut pas plaider le pass sanitaire devant l'autorité administrative, parce que quelqu'un intelligemment est allé discuter le pass sanitaire devant le Conseil d'État. Et il a perdu. Donc aujourd'hui le Conseil d'État dit circuler, rien à voir. Que si aujourd'hui on ne peut pas discuter de telles choses parce qu'on a fait des recours, et je dis ce n'est pas ça la stratégie. Chaque fois que nous allons effectuer une démarche auprès du Conseil d'État, le recours en appel contre les arrêtés concernant les supermarchés, les grands centres commerciaux en Côte d'Azur a été rejeté aussi. Et avec le Conseil d'État qui réécrit la loi et le décret. Il réécrit la loi. Il empiète sur la séparation des pouvoirs n'a plus de sens. Si vous prenez l'arrêt du Conseil d'État sur les grandes surfaces de la Côte d'Azur, le Conseil d'État réécrit la loi à sa guise. Et vous savez comment elle a réécrit? Je termine. Pour faire un obiterdictum pour les tribunaux administratifs qui ont ordonné la suppression du pass sanitaire dans les autres centres commerciaux. Et là, le décret est intervenu, qui a réduit le nombre de centres commerciaux qui doivent faire l'objet d'un pass sanitaire. Donc on est dans un micmac dans lequel le système est gangréné, dans lequel le système est uni, solidarisé, dans une forme de dictature. Je rappelle que le mot dictature, c'est pas de dire que nous sommes en Corée. Si on était en Corée, on ne pourrait pas se réunir comme ça. Et encore que tout à l'heure, la police pourrait même venir ici. Qu'est-ce que vous faites là comme rassemblement? Eh bien, le rassemblement est très simple. Je suis le président de l'association Réaction 19 et nous sommes en train de faire une réunion d'association. Et personne ne peut interdire une réunion d'association parce que je suis le président de l'association Réaction 19. Voilà. Personne ne peut interdire parce que la liberté d'association est une liberté absolue. Il n'existe aucune disposition qui interdit ou qui limite aux associations de se réunir.
Voilà, ça c'est un point très important. Donc nous sommes en réunion d'association parce que je suis le président de l'association. Moi j'avais une petite question parce que je suis en Alors formation. je peux avoir un petit verre parce que j'ai la voix un peu cassée. Je vais récupérer un peu, manger une glace, Jus de banque ce que vous voulez. Je le connais pas cœur. Madame, je connais pas cœur tout ça. Ça fait 27 ans que je suis avocat. D'accord, mais je connais très bien tout ça. Je connais tout ça. Et, Par rapport aux formations justement qui n'ont pas besoin d'obligation vaccinale, est-ce qu'on peut nous imposer le test PCR tous les 72 heures? Parce que je fais partie d'un établissement de formation. Le problème qui se pose, si on arrive à avoir un peu de silence quant par respect à vos questions, parce que ce sont des questions que de toute façon sont utiles pour tout le monde. La question de mademoiselle est la suivante. Est-ce qu'on peut m'imposer un test PCR tous les 72 heures pour exercer mon activité? Alors, premièrement, la notion de passe sanitaire, c'est une notion qui inclut la vaccination éventuelle, facultative, oublions pour un moment la vaccination obligatoire. Le RT-PCR, qui est un système de détermination de la contamination par segmentation. Troisième, ce sont ce qu'on appelle les tests antigéniques qui doivent être effectués en pharmacie. Et puis, les autotests, mais que le décret impose avec la présence d'un professionnel. Pourquoi? Pour qu'effectivement le professionnel de santé notifie au centre de documentation le fait que vous soyez positif ou négatif pour que vous puissiez avoir un QR code. Pour éviter ainsi et pour que vous soyez dans les bandes de données. Parce que pour l'État, on revient à ce que nous sommes en train de faire. À l'état actuel des choses, non. Les tests salivaires, pour ça que vous êtes là, quand vous êtes là, je ne pense pas avoir la sensation plus, mais il n'y a pas de test salivaire qui est envisagé dans le décret ou dans la loi. Les tests salivaires sont utilisés, dans le cadre scolaire. Quand on veut très vite savoir dans une classe, parce que le problème c'est que la marge d'erreur des tests salivaires est plus élevée. Pourquoi? Parce que les tests salivaires, il faut d'abord une charge virale importante, supérieure à la muqueuse nasale, et puis du fait que la salive, c'est déjà un désinfectant, certains, en fonction de l'acidité salivaire, vous avez, en fonction de la charge virale, des risques aléatoires supérieurs à la normale, qui peuvent aller même jusqu'à 30% d'erreur. Alors que les tests antigéniques, que ce soit le test antigénique fait en pharmacie ou le test antigénique fait individuellement, le taux d'erreur est de 0,0001%. La preuve est très simple, que sur tous les boîtes de tests antigéniques, lorsqu'il est écrit que vous êtes négatif, vous êtes négatif. Point à la ligne. Par contre, il est écrit que si vous êtes positif, vous devez faire un RT-PCR de confirmation. Ce qui est une chose assez rigolote, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un RT-PCR qui nous fait découvrir des positifs qui ne le sont pas, des asymptomatiques, parce qu'en réalité, du fait qu'on est dans un système de séquençage et pas dans un système de détection, ce sont deux choses différentes. Le séquençage va chercher des filaments résiduels qui peuvent permettre de déterminer que vous êtes infecté. Et à travers le séquençage, normalement ça sert jusqu'à 30, mais on est monté jusqu'à 55, 60 pour dire « Ah, il a chopé une grippe en 1844, tiens, il a le SARS-CoV-2, putain !» C'est exactement ça. Et c'est pour cette raison que si vous faites, quand vous faites des RT-PCR avec un séquençage 20-25, alors vous comprenez très bien qu'il y a un gros problème. Parce que quand vous faites les RT-PCR,
et vous utilisez les RT-PCR comme détection, et sont encore la plupart des... Vous avez des taux sur 100 000 habitants assez élevés. Dans certains cas, on est à 200, 300, etc. Par 100 000 habitants. Alors que vous avez le réseau Sentinelle, qui est le réseau qui était utilisé depuis des dizaines d'années pour établir des situations épidémiques en France, qui détecte en semaine 35, semaine 34, nous avions 19 cas pour 100 000 habitants de SARS-CoV-2, avec 65 de diarrhée. Semaine 35, on monte à 79 sur 100 000 de diarrhée. Donc, au secours, papier hygiénique et couches. Ah, c'est pour ça que les gens ils faisaient des Dans les stocks là. carrefours. Ah. Sheridan, n'en parlons pas. Ah. Allô, allô, chef, il n'y a plus de papier hygiénique. Ben oui, c'est le taux de diarrhée est très élevé. Ah, on est mal, chef. Oui, on est mal. On en est là. Et vous avez, semaine 35, 10 cas sur 100 000. Donc, 10 cas sur 100 000, c'est même pas une épidémie. C'est rien. Parce que 10 cas sur 100 000, c'est rien. Si on devait faire et checker le reste, il y a plus de cas d'autres choses que de ça. Donc voilà. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est peut-être ubuesque, c'est qu'ils sont en train de cultiver en permanence pour justifier. Parce qu'aujourd'hui, de dire, bon, on arrête tout, ça ne peut plus rien, et plus d'épidémie, c'est fini. C'est Mais il tout. faut se faire À vacciner. Israël, actuellement, 64% des personnes qui sont malades sont des personnes vaccinées. Et c'est pas moi qui dis, c'est pas un truc complotiste, c'est écrit en hébreu du site du ministère. 64% des personnes sont des personnes vaccinées. Aujourd'hui, on est déjà en phase de rappel. Numéro 3. Doctolib envisage la quatrième injection. Tant qu'il y a des gens debout, ils vont Quand vacciner. tout, nous allons le faire arrêter. De formation, en formation. Je termine. Je vais C'est répondre. obligatoire quand la vaccination ne l'est pas. Est-ce qu'on peut nous imposer un test PCR pour les 70 heures pour aller dans Premièrement, les je répète encore, on ne peut pas vous imposer un test PCR parce que d'abord, vous avez le droit de faire un test antigénique. Mais est-ce qu'on peut nous imposer un test toutes les 70 heures? Actuellement, ce n'est pas qu'eux qui peuvent vous imposer, c'est la loi. Et je préfère encore faire un test antigénique que me faire piquer. Et je vais vous dire une chose, à un moment donné, un impossible non tenu. Moi, aujourd'hui, il y a certains endroits qui acceptent, des restaurateurs même, à l'hôpital d'Avignon, à l'hôpital de Bourg-en-Bresse, les personnes entrent avec le test antigénique et l'attestation de mon site, du site de Réseau 19. L'autotest, la déclaration sur l'honneur, j'ai sous-signé, Madame Dupont, je me suis fait un autotest ce matin, je suis négative. Je sais que si je fais une fausse attestation, je m'expose à une peine de prison et 100 000 € d'amende. Voilà. Et beaucoup l'acceptent. Des piscines, je peux vous relater tous les emails que nous recevons. Et puis, je suis sûr qu'on reçoit le minimum de remontées. Après, il y en a qui me disent, ah, votre truc ne marche pas. Je te remercie. Je vous remercie. Ça peut arriver. Mais moi, ce que je tente, c'est de trouver tous les escamotages possibles. Donc, on peut vous l'imposer, oui. Mais ce n'est pas la pleure qui vous l'impose, c'est la loi. Là, c'est le décret, malheureusement. Mais moi, j'ai tenté et j'ai apporté dans mon site la réponse de l'utilisation du test antigénique, mais avec l'autotestation. Voilà. Le danger du test. Alors, permettez-moi de vous dire, la question du danger reste la problématique du graphène. Il semblerait que le graphène soit en l'état de choses. Sur l'autotest, ou certains autotests qui ont été analysés, ils n'ont pas retrouvé du graphène. Sur certains autotests. Maintenant, moi, je ne peux pas. Non, mais attention, la tige ne monte pas jusqu'à là. Non, dans le RT-PCR, la tige monte jusqu'à là, et c'est pour ça qu'il y a eu des articles qui ont fait état aussi de problèmes graves, parce que la tige. Alors, en plus, il y a certains connards de pharmaciens, je peux vous dire qu'ils le font exprès de faire pour que les gens aillent se vacciner, pour arrêter de faire le truc. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a la différence entre un test antigénique, que certains confondent avec le test salivaire, ça n'a rien à voir, et le test RT-PCR. Parce que le test antigénique, il est fait avec de l'or colloïdal qui permet la détection de la protéine N. La protéine N, c'est une des protéines qui permet de savoir que vous avez la Covid-19. Ne confondez pas le SARS-CoV-2
qui est le virus identifiant du coronavirus, et la Covid-19, qui est la maladie consécutive au SARS-CoV-2. Dans la Covid-19, c'est la protéine N, c'est de la Covid-19 qu'on la retrouve. On ne retrouve pas le virus. Les scientifiques en Israël avaient démontré par une vidéocommunication qu'il y avait des nanoparticules argentées vivantes à l'intérieur et que c'était très dangereux. Notamment quand on atteint la limite du cerveau. RT-PCR, vous ne confondez pas les choses. Soyons très précis quand on est là. Ne confondez pas le RT-PCR et le test antigénique. La tige dans le RT-PCR monte jusqu'à l'embouchure du nez, très proche du cervelet, avec des personnes qui ont eu même des cassures du cartilage, alors que l'antigénique, on passe la tige dans la muqueuse nasale à ce niveau-là. C'est clair? Donc ce sont deux choses différentes. C'est pas la même tige et c'est pas le même truc. Moi je l'autoteste, je l'ai fait moi-même à ma fille pour ne plus qu'elle aille. Elle a repris l'école parce qu'à un moment donné il y avait un cas de Covid dans la classe. Moi je fais le test, j'ai testé, je teste que ma fille, je lui ai fait un test, elle est rentrée à l'école. On ne lui a pas dit non, vous allez à la pharmacie faire un PCR. Avec l'autotest, certifié par moi en tant que père. Et pour voyager, ça suffit ce test antigénique? Bien sûr, le test antigénique, mais vous ne pouvez pas le faire vous-même en autotest, oui. Vous devez le faire à la pharmacie. Oui, moi-même, pour me prendre l'avion ce matin, hier je suis allé voir ma pharmacie, en 2 secondes m'a fait l'antigénique, demi-heure après j'avais le résultat. Le certificat. Ça, à la limite, je veux dire, je suis contre tout, mais à l'impossible de tenue. Je veux pas aller avec la Kalachnikov à la pharmacie et je vais passer devant l'Elysée, je tire dessus. Bon, je fais aussi ce que je peux. Bien sûr. Donc moi-même, je suis le président de Rexor 19, quand même, je me suis fait mon antigénique, j'ai mon code QR code pour voyager. Je ne vais pas me batailler à Orly pour venir ici. Ah putain, moi je crée l'autotest. Non. Sincèrement, quand je vais au restaurant, je me fais l'autotest et je me fais mon attestation. Si on me dit non, va te faire foutre, je vais manger ou on me l'accepte. D'accord. Et je fais que ça jusqu'à là. Moi, ce que je suis en train d'expérimenter sur le site du ministère, à partir du moment où on voyage, il y a un autotest aussi, enfin une attestation sur l'honneur qu'on remplit, Oui. et ça donne un QR code. Et moi, je ne sais pas comment être dans un restaurant pour voir ce que ça donne, mais ça met simplement que le pass est OK pour 70 heures comme normalement, et il est marqué pour voyager dans l'UE. Parce que du coup, ça donne un QR code. À ce que vous dites, c'est très intéressant. Voilà. C'est très intéressant et je ne le savais pas. Voilà. C'est sur le site du ministère, mais dans quel cadre? Eh bien, vous tapez attestation sur l'honneur. Je crois que j'avais vu ça, mais On le remplit et disons que moi j'avais un peu diffusé, puis il y a quelqu'un qui m'a dit ouais mais ça marche pas parce que c'est que pour voyager. Donc là je l'ai testé et... ça m'intéresse beaucoup. Ministère de l'Intérieur. Ministère de la Santé? Non, un peu point gouv, les machins comme ça. Ah oui. C'est attestation pour le voyage. Bah je dis même pour voyage, j'ai dit attestation sur l'honneur autotest. Et c'est pas tombé sur la mienne. Non. Non, ça je l'ai fait aussi. Et ça donne simplement comme c'est très intéressant ce que vous dites. Je vais regarder ça. Je viens de me taper le QR code pour moi. Donc j'ai pas vraiment une image, mais ça marque déplacement dans l'UE. Mais c'est très intéressant. Permettez-moi de vous dire merci beaucoup. Ah bah, Ça te donne un QR code qui dit que, voilà, et ça dit que je voyage dans l'UE. Donc, Tant que tu fait de test. mais je suis d'accord parce que... C'est le même système que mais je suis absolument d'accord. Parce que pour l'Italie, après avoir introduit il y avait l'attestation sur l'honneur. Il suffisait, le 27 juin, on pouvait se déplacer avec l'attestation sur l'honneur. On n'avait pas besoin de faire de test antigénique. Voilà, apparemment, ça donne le pass. Écoutez, c'est très important. Mais enfin, j'ai pas été voir le c'est site. très bien. Il y a quelqu'un qui a l'application qui lit ou pas? Parce que moi j'ai le QR code là, et je l'ai pas encore testé. Parce que moi je propose, mais je fais pas pour moi parce que je reste discrète. C'est des choses intéressantes. De toute façon, vu que ça me posait une question, est-ce que je peux poser une question sur l'Italie, justement? Ma sœur vit en Italie, travaille en Italie, elle est enseignante et elle est astreinte, enfin elle ne veut pas se faire vacciner. Il y a une pression énorme et elle se fait faire les tests PCR régulièrement. Non, antigénique aussi. Elle peut faire antigénique. Il y a aussi en Italie antigénique. C'est tous les Moi je donne un conseil, et là on est en train, je préconisé un déplacement à Rome. Et le salivaire n'est pas accepté. Non. La situation est
catastrophique Une en Italie. catastrophe en Italie. Et beaucoup sont en train de s'inspirer de ce que je fais. Parce qu'en Italie, pareil, s'il vous plaît, si vous voulez discuter, parce que c'est une réunion, on est là, on fait là à l'extérieur pour échanger, discuter, mais on s'écoute tous. C'est très important. En Italie, la situation est catastrophique. J'attire votre attention sur le fait que ce qui est arrivé en Italie, on l'a retrouvé en France. Je vous rappelle que le décret de loi est un décret de loi du 1er avril qui a imposé la vaccination obligatoire aux personnels de santé. Et il y a eu plein de recours qui ont été faits. Et encore hier, 270 médecins en Sardaigne ont perdu leur travail. Sont suspendus. Donc la situation est gravissime. Je rappelle que c'est M. Draghi qui est le président du Conseil. Et il y a une chasse aux sorcières. J'étais à Naples, invité pour les soins préventifs en matière de Covid. Il y avait des gens de la Digos, c'est les renseignements généraux italiens. Il m'a dit, si tu montes sur l'estrade, ne critique pas les vaccins. Parce que tu tombes dans un délit et ils peuvent t'arrêter sur l'estrade, parce que parler contre la politique médicale, là, ils ont été très heureux de m'arrêter, mais un conseil qui m'est donné par l'avocat qui préside l'association des soins précoces. Donc on est vraiment dans une situation, et d'associations comme en 119, vous n'avez pas. Les gens parlent, ils vont aux OFIA, ils se font des tables rondes, machin. C'est la question que je voulais poser, si elle pouvait s'adresser à une association là-bas ou quoi. Vous n'avez pas. Vous n'avez pas. Une association, d'ailleurs je suis content avec un avocat qui souhaite